Jean-François. On pense toujours à toi quand on appuie sur ce clavier. Et on pense à toi aussi quand on contemple l'orgue même sans jouer. Parce que dans cette pièce, surtout quand il fait très chaud dehors et qu'il fait bien frais ici, eh ben, on fait la sieste sur un des bancs tout en détaillant tout ce qu'il faut voir de la décoration de cet orgue. Voilà, donc j'espère que tu as laissé ton bateau tranquille pour l'hiver et tu continues ta vie, ta jolie vie au bord de la mer avec beaucoup d'huîtres, beaucoup de poissons et beaucoup d'amour de tous les gens qui t'aiment. Bonjour, bienvenue. La revue Orgue Nouvelle est heureuse de vous présenter ce portrait du facteur d'orgue Jean-François Dupont qui accompagne la sortie de son numéro 59. Si vous n'êtes pas encore abonné à la revue, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site. Vous pouvez également vous procurer un numéro individuel. Tout de suite, retrouvons Jean-François Dupont qui nous accompagne dans ce périple et nous fait découvrir ou redécouvrir 4 de ses magnifiques instruments. Jean-François, merci de nous accueillir dans ta maison, dans ton bateau. Alors, en bateau, c'est un peu ma seconde maison. C'est un endroit bien fort. C'est une grande partie de ta vie. Mon père m'a mis tout de suite très très tôt au bateau à la voile. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Et puis un jour, l'orgue a pris la place, peu à peu. Qu'est-ce qui est devenu la priorité? Parce qu'à un moment, il faut quand même choisir. J'ai un peu hésité entre les deux. Et puis je me suis passionné vraiment pour l'orgue, d'abord au clavier. Bon, j'avais fait des études de piano qui ne me plaisaient pas beaucoup. En fait, j'ai très vite voulu faire de l'orgue et je m'y suis mis tout seul. Et faire des régates ou faire les offices le dimanche, c'est pas très compatible, surtout pour les doigts. Et peu à peu, j'ai arrêté de naviguer. L'orgue a pris toute la place. Ça a été une passion en tant qu'organiste, en tant qu'exécutant. Comme j'ai aussi été toujours très bricoleur, j'ai inventé des trucs. J'ai même fait un char à voile quand j'étais en classe de seconde. Bon, j'avais aussi fait beaucoup de maquettes, enfin tout un tas de choses comme ça. Les parents, qu'est-ce qu'ils disent dans tout ça? Bon, ils étaient contents que je joue de l'orgue. On avait l'impression que je jouais bien, en fait. Ça pouvait faire illusion un peu, mais en autodidacte, on apprend avec plein de défauts. Ça peut faire illusion, mais en fait, c'est pas solide du tout. Je fais des études secondaires normales. J'ai un bac scientifique. Après, j'intègre une école d'ingénieur à Lille, l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers. Ils ont vite vu que j'étais pas à ma place. Je faisais beaucoup plus de musique que de mathématiques. Il y avait un orgue dans l'ancienne salle de sport de l'école. J'étais tout le temps là-bas à faire de l'orgue et en maths, ça marchait plus. Gentiment poussé vers la sortie, Jean-François Dupont décide de devenir facteur d'orgue. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la maison Sabi qui est dans la Drôme. J'ai fait un premier stage, donc ça devait être en 73, quelque chose comme ça. J'ai fait un premier stage de quelques jours où, au cours d'une académie, il y avait des gens qui venaient jouer de l'orgue, apprendre de la musique, tout un tas de choses. Et là-dedans, il y avait un petit atelier de facture d'orgue. Donc j'ai fait un stage de 3 jours. Le deuxième atelier, c'était quelques mois plus tard. J'y suis revenu et puis finalement, je suis resté. Jean-François Dupont continuera son apprentissage en France chez Herfer Hermann, en Allemagne du Nord chez Klaus Becker et enfin en Espagne chez Gerhard Grenzing. Donc en fait, pendant toute cette période où j'ai appris mon métier chez différents employeurs, j'ai construit un instrument qui avait finalement 18 jeux sur 3 claviers. En fondant son entreprise, Jean-François Dupont vend cet orgue d'apprentissage. Immédiatement après, il construit un instrument de 9 jeux, certes plus modeste, mais parfaitement abouti et qui va devenir très vite sa première vitrine de facteur d'orgue. Je mesure aujourd'hui, avec ce petit orgue que j'ai fait, que j'ai pu avoir des travaux intéressants parce que j'avais quelque chose à montrer, qui était un instrument neuf, complet, enfin bon, qui était réussi. On va arriver à ton premier grand instrument, à savoir l'orgue de l'église Saint-André à Caen. L'orgue français, je ne connaissais pas bien. Par contre, j'avais quand même appris à connaître l'orgue allemand pendant tout ce temps-là. Et puis, il faut dire que l'orgue allemand, on peut être très efficace avec peu de jeux. Donc, ça permettait de faire un instrument déjà assez
assez intéressant musicalement avec un budget relativement réduit. Donc c'est quasiment le premier instrument qui m'ait été commandé un petit peu important dans une église. Et ça, je dois dire quand même que c'est grâce à la caution de Francis Chaplet qui avait vu déjà le travail que j'avais pu faire avant. Ça reste un petit orgue, il a 13 jeux quand on le fabrique. Et on a voulu le faire un petit peu comme on fait en sax, c'est-à-dire qu'il y a peu de jeux, il y a un plénum très brillant et il y a une ange de 16, il y a un posone qui donne beaucoup d'allure. On a choisi de mettre le posone au début qui nous a semblé plus intéressant plutôt que de mettre tout de suite le principal 8. Je vais vous montrer la différence. D'abord, sans le posone. Et puis avec le posone. Grâce à cet orgue-là, j'ai fait l'orgue de la Cité de la Musique à Paris pour le Conservatoire, l'orgue de Saint-Pierre-de-Camp et la restauration de Saint-Rémy de Dieppe. Cumulé, ça représentait 9 ans de travail. Je vais vous faire écouter maintenant quelque chose que j'aime beaucoup sur cet instrument, dans un petit choral de Buxtehude, c'est-à-dire le jeu de Sesquialtera en solo, accompagné par les flûtes du deuxième clavier.
Enfin, je dois dire que sur cet orgue-là, j'ai fait une assez grosse bêtise quand même. On va le dire, ça tourne. Hein. Mais je ne l'ai pas expliqué. D'accord. Alors expliquons. Donc l'explication des pleins jeux qui se complètent entre le plein jeu allemand et le plein jeu français. Là, on a un plein jeu germanique totalement de catassiran comme il y a à Saint-André, à l'Essai ou à la Cité de la Musique. Hein. Avec des reprises de quinte. Hein. Le complément français, en fait, son but est de transformer la première mixture en plein jeu d'Ombedos. Mais tout seul, ça donne un truc assez curieux. Et si on met les deux, à ce moment-là, on a le plein jeu d'Ombedos. Voilà, avec les reprises sur les fa. Et au positif, on a la même chose. Donc on commence avec un plein jeu qui est français. Le complément qui le transforme en plénum allemand, il est lui aussi très curieux tout seul. Hein. Et là, on a un espèce de scharf germanique, quoi. Alors est-ce qu'on pourrait le faire maintenant avec les fonds? Tu fais, je fais? Tu me rajoutes? Je rajoute Qu'on entende l'harmonie avec... Parce que là, on a entendu la composition. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'on ait Ah ouais. le mélange, tu vois. Alors le plein jeu allemand qui va être en 8 pieds, hein, monte, restant, la doublette elle sera au positif, la quinte, la mixture là. Au positif, on a donc Spitzgambe, restant, doublette, plein jeu et complément allemand. Et là, avec l'accouplement, on a le plénum allemand. Donc maintenant, si on va du côté français, on rajoute le complément français du grand octave, on enlève le complément allemand du positif, on passe en 16. En pédale, on prend les deux trompettes, le clairon, et on lâche en clavier de résonance avec la tirasse et éventuellement la tirasse aiguë. Voilà, et là on est en couleur française. Avoir à le faire soi-même, hein. T'as quelqu'un qui te le fait, c'est vachement bien. Ah, moi j'aime bien. Hein. Ce qui est marrant aussi, c'est de mélanger les deux esthétiques. Je sors peut-être, non? Ah oui, 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 oui.
Mais ici, c'est quand même constamment humide. Oui, c'est vrai. difficile en fait, hein, c'est un peu lourd, mais une seule personne peut très facilement faire fonctionner l'orgue, même avec tous les jeux. Hein. Ils ne consomment pas beaucoup d'air. Il n'y avait plus de soufflets, on les a refaits, ils sont neufs, et on les a refaits à partir de ce qui est écrit dans le Don Médos.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que nous voyons dans ce qu'on appelle le soubassement de l'orgue? Alors là, on voit l'arrière du buffet qui est ancien, donc qui est noir en fait, hein. Il est sombre, alors que toutes ces pièces-là sont en chêne, c'est le même bois, mais elles sont récentes, elles ont 20 ans. Voilà, donc on a refait tout ça à l'identique. Et donc ça, c'est les tirages de jeu du positif, les tirages de jeu du grand orgue et de la pédale, la mécanique du grand orgue, le porte-vent du grand orgue, et là, la mécanique de pédale. Nous sommes donc à l'étage de la tuyauterie du grand orgue et du récit. Jean-François, tu peux nous présenter un peu cette tuyauterie historique? Bon, on voit bien que les tuyaux qui sont sombres sont les tuyaux anciens. Ils avaient été raccourcis ou décalés, ce qui fait qu'on a fait des rallonges, ça se voit bien. Il y a quand même une très grosse partie de la tuyauterie qui est ancienne. Là, on voit le cornet de grand orgue qui est ancien, la trompette du récit qui est neuve, la mécanique, le sommier, tout ça c'est neuf, on voit bien, à côté des tuyaux de bois qui sont là-bas par exemple, et qui sont noirs.
je retrouve les joies de la navigation. Voilà, je me libère du travail et j'ai du temps pour ça maintenant. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est les matériaux, la technologie, l'informatique. Quand je naviguais autrefois, il n'y avait pas de GPS. Maintenant, on sait où on est à 1 mètre près. Et alors ce bateau, tu l'as trouvé comment? J'oserais pas dire sur le bon coin. C'est presque ça. En discutant avec des copains, j'ai vu un peu ce que je voulais. Je voulais un bateau rapide, confortable, solide. Et donc je me suis arrêté sur ce modèle-là assez rapidement. Et pas trop gros, pour que ce soit physiquement pas trop difficile. Donc je me suis arrêté sur ce modèle-là. J'en ai vu qu'il y avait quelques-uns à vendre. Il y en avait 3 en France, il y en avait en Italie, il y en avait quelques-uns en Hollande et en Angleterre. En fait, j'ai vu simplement les 3 français et j'ai pris le second. Alors Éric Tabarly, il disait, il y a la mer et il y a la plage. C'est pas du tout la même chose. La plage, c'est on joue, etc. La mer, c'est autre chose. Il faut prendre ça au sérieux, il faut être responsable. Sinon, on risque de les payer très cher. Il y a un dicton qui dit, la mer pardonne beaucoup, mais c'est 1000 fois pour toi et c'est 1 fois pour elle. Un point commun entre la facture d'orgue et la navigation. C'est plutôt la course. Et la mécanique d'un orgue, c'est quelque chose qui doit être solide, enfin rigide, ferme et sans inertie. Et un bateau, pour que ça aille vite, il faut qu'il soit léger. Et on retrouve dans les 2 cas les bateaux modernes qu'on voit sur le Vendée Globe, sur la route du Rhum. Ils sont tous faits en carbone. Depuis déjà pas mal de temps, les abrégés, par exemple, j'ai fait en carbone. Ah bah, c'est sympa, hein? Merci de fermer la cuisine. C'est quoi ça? Oh, les gens! La porte